Si je parle de massacre des innocents, et les innocents, l'enfance, c'est l'innocence. Et j'ai toujours posé comme quelque chose d'irréductible cette définition de l'enfance. L'enfant est innocent. Et donc c'est la destruction de son innocence, ce massacre. Si j'emploie ce mot de massacre, c'est parce que nous sommes en guerre. Monsieur Dagneau a parlé de la réalité d'une révolution en route, qui est la révolution, je dirais pas seulement des images, des écrans, et derrière les écrans, il y a les big data, par exemple, ce ne sont pas simplement les images. C'est précisément parce que les images, elles sont arrivées au début du 19e siècle. La révolution des images a commencé avec le daguerréotype, et puis le cinématographe, puis le bélinographe, puis la télévision, etc. Ça fait un certain temps. En revanche, il y a une révolution numérique qui enchaîne sur la révolution de la télévision, qui a été une immense révolution, la télévision, dont je rappelle qu'en 1960, il n'y avait que 13% de Français qui la regardaient. Donc on a assez peu de recul, finalement, hein, pour encore même penser la télévision. Mais constatant que nous n'arrivons même pas encore vraiment à penser la télévision, le numérique est arrivé qui a redistribué les cartes en profondeur. D'ailleurs, ma collègue pédiatre de cette crèche appelle ses enfants des enfants connectés. C'est avec beaucoup d'ironie et de sang-froid. Et donc ces écrans occupent remarquablement bien l'enfant pendant que leurs parents vaquent à leurs occupations. Et d'autre part, c'était le premier enjeu, d'autre part, pour ces parents-là, et comme pour beaucoup de parents, l'écran est réputé éveiller et stimuler intellectuellement l'enfant. Ce qui est quand même une aubaine dans une société élitiste qui sévit dès le berceau. Alors, je vais vous parler d'abord d'une étude de Peter Wittgenstein qui a été faite, peut-être vous connaissez, elle est souvent citée, sur les dessins de 1900 enfants âgés de 5 à 6 ans. Donc ce monsieur, alors 1900 c'est un échantillon qui est énorme, hein, là, qui est, on peut dire, représentatif, donc d'enfants, on dirait d'âge de grande section. Il leur a demandé, dessine-moi un bonhomme. Et il a étudié de manière systématique les dessins des enfants. À l'issue des consultations, ils étaient 2. Et il s'est aperçu que les enfants qui regardaient moins de 60 minutes de télé par jour produisaient ce type de bonhomme, donc bien construit, ce qu'on est en droit d'attendre d'un enfant de grande section maternelle, et ceux qui consommaient plus de 180 minutes de télé par jour avaient des bonhommes beaucoup moins achevés, beaucoup moins finis. Il a même des dessins où c'est juste quelques traits comme ça. Ce qui veut juste dire, et ça le dessin du bonhomme, c'est le truc attendu, je vais dire, par les enseignants, par les psychologues, parce qu'évidemment ça dit beaucoup de choses de la représentation de soi, etc. Mais ça dit aussi beaucoup de choses, je pense, des capacités d'observation de l'enfant. Le choix politique qui a été fait, c'est de favoriser l'autorégulation des opérateurs médiatiques au détriment de la régulation traditionnelle. Donc on a sur le web, sur Internet, un niveau de régulation qui est bien plus bas que celui qui existe sur les médias traditionnels, télévision, qui sont pourtant beaucoup plus faciles, tout est relatif, mais beaucoup plus facile à contrôler par les parents que le web. Or, le raisonnement de la Commission européenne, de l'Union européenne, et donc derrière là, de tous les gouvernements européens, je ne veux pas jeter la pierre sur l'Europe, hein, on est solidaires, mais c'est de dire que le web serait plus facile à contrôler par les parents, et que donc, il justifierait une moindre régulation. Ce qui fait que, sur le web, sont interdits uniquement les messages pédopornographiques, c'est-à-dire le pire de la pornographie, et les contenus haineux. Vous avez pu remarquer qu'ils circulent quand même allègrement sur YouTube et que la police n'a pas l'air de s'en soucier énormément. Un outil, c'est prévu pour une utilité. C'est prévu pour un utilisateur. Et je trouve que, je considère, moi, que le numérique, l'écran, en soi, n'est pas un outil. Parce que quand on dit que c'est un outil, on dit finalement c'est bien ou c'est mauvais, ça va dépendre de la façon dont on l'utilise. Mais mettez, je ne sais pas, si vous donnez à un enfant une laitue à manger et des bonbons en face, qu'est-ce que va prendre l'enfant? Il va prendre les bonbons. Là, c'est la même chose. Vous proposez un écran qui peut faire des choses extraordinaires. Vous pouvez aller sur Gallica, vous pouvez aller sur le CNRTL, faire des utilisations extraordinaires d'Internet. Les enfants, ce n'est pas ce qu'ils font dans la réalité des usages. Ils vont vers la simplicité, ils vont vers la stimulation, ils vont vers tout ce qui va plutôt les conduire dans le sens inverse. Comment on peut considérer comme un outil positif quelque chose qui permet ça? Un outil qui induit un usage pervers n'est pas un bon outil. Je le redis, les produits sont de plus en plus relégués au second plan. C'est vraiment pas la priorité des publicitaires. On joue vraiment sur l'image de marque pour que le jeune puisse s'identifier à la marque.
Donc là, j'ai une petite vidéo que je trouve intéressante. Peut-être que vous la connaissez déjà, la publicité de Red Bull avec le petit garçon. Ça dure pas longtemps, donc si on peut la regarder. S'il te plaît, maman, s'il te plaît, j'ai trop envie d'aller au club pour les grands. Quand les cochons auront des ailes, jeune homme. Mais c'est pas vrai. Eh oui, Red Bull donne des ailes. Voilà, donc ça c'est le genre de publicité qui passe à la télévision, à des heures de grande écoute. Et on se demande quelle est la cible, quelle est la cible de ce genre de publicité qui est pour une boisson qui est a priori destinée à des adultes, parce qu'il y a un fort taux de caféine dans ces boissons-là. Or, on utilise une stratégie qui est plus que douteuse. Et alors, à ce titre, je vous recommande chaleureusement un livre qui est recommandé régulièrement par Noam Chomsky, linguiste et activiste américain, qui s'appelle Propaganda, qui est un livre de 1923 d'Edward Bernays, qui se trouve être le neveu de Freud par ailleurs, et qui est le père de l'industrie des public relations aux États-Unis. Et il raconte l'histoire suivante. Quand les fabricants de cigarettes ont pris conscience qu'ils ne touchaient que la moitié de la population, les hommes, ils se sont demandé comment est-ce qu'ils allaient pouvoir rendre acceptable le fait de fumer aux femmes. Et Edward Bernays raconte comment il a orchestré le fait de mettre des jolies filles sur un char d'une manifestation féministe, de sortir tout en même temps une cigarette, de dire aux journalistes avant que ce moment-là, il faudrait qu'ils le photographient, comme ça il sera en couverture des magazines. Et dans les interviews, les filles, on leur avait écrit leur script, il fallait qu'elles disent « mais ce ne sont pas des cigarettes, ce sont les torches de la liberté ». Et donc à partir de ce moment-là, le féminisme, le tabagisme a été associé à une lutte féministe, et c'était intelligent, parce que moi je connais des gens, des femmes françaises, profs d'université, qui disent elles-mêmes que, 70 ans à peu près, qui disent elles-mêmes que leur mère et elles-mêmes se sont mises à fumer aussi dans cette idée de féminisme. Mais il n'y a pas que la question des spots publicitaires. S'il n'y avait que ça encore, ce serait peut-être assez simple à résoudre. Un spot publicitaire, en général, il est reconnu et identifié pour ce qu'il est, donc image de publicité. Alors, les enfants savent assez tôt dire « ça, c'est de la publicité ». Après, il faut franchir une étape un peu plus importante pour dire « la publicité cherche à me vendre un produit ». Et il y a encore une étape qui est la dimension persuasive de la publicité, c'est-à-dire qu'il faut que l'enfant soit en mesure de reconnaître la manière dont la publicité s'y prend pour rendre son produit agréable et créer le désir d'achat. Pourquoi une compagnie qui fabrique des céréales imprime-t-elle la photo de Bob l'éponge sur la boîte? En 60 secondes, c'est une explosion du jugement critique des enfants, capacité d'expression, ils s'expriment, ils parlent, ils écoutent, ils parlent, et ils écrivent leurs réponses. J'ai les réponses, elles sont toutes merveilleuses. Quand on met la photo de Bob l'éponge sur la boîte, c'est pour que l'enfant la reconnaisse, qu'il la demande à son papa ou à sa maman, et que le parent l'achète. C'est de la manipulation pure et simple. Jugement critique d'élèves de 6e année. Donc c'est quand même une action assez forte de dire que dans le projet d'école, c'est-à-dire pendant 3 ans, et donc c'est la deuxième fois qu'on le fait, donc 6 ans, 5 ans, on va proposer, chaque année, on s'engage à proposer une semaine sans écran. Et je me souviens de mon ancien inspecteur qui reçoit le projet d'école et qui m'appelle et qui me dit « Quoi ? Vous allez demander à vos élèves de fermer la télé pendant une semaine ?» Et il me dit « Bravo ». Alors c'était Monsieur Bernard, pour ceux qui l'ont connu et qui s'en souviennent. Donc il était lui-même enchanté par ce projet. D'ailleurs, l'inspectrice actuelle, Mme Beneuil aussi, est très favorable à ce genre d'expérience que l'on mène dans l'école. Les gens se sont aussi retrouvés à faire autre chose. C'était vraiment le but pour nous de montrer qu'on pouvait faire autre chose qu'être derrière son écran, tout seul, à regarder sa télé ou sa console.
Nous ne pensons pas, et je pense qu'on doit le partager assez facilement, qu'on puisse situer cet enjeu d'éducation aux médias et à l'information que dans l'espace formel qu'est l'école. On doit le penser dans le continuum éducatif, c'est-à-dire tous les espaces et lieux de vie des enfants, et la famille, d'où le rôle des parents, on l'a bien vu à plusieurs reprises cet après-midi, est extrêmement important. C'est-à-dire qu'il faut aussi mobiliser cette éducation aux médias du côté des familles, du côté des parents, du côté des adultes qui vont accompagner des enfants ou des jeunes dans tous les lieux de vie extrascolaire, dans les clubs sportifs. Voilà, il peut se jouer, ça peut être important de sensibiliser des animateurs, des éducateurs sportifs aussi à cet enjeu d'une exposition aux écrans dans leur vie quotidienne. Radical change is possible. I believe it is time. I believe that change will begin here in France, and it is time to give our children back their childhood. Merci beaucoup.